Bonjour, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. À quelques jours seulement de l'ultimatum fixé par Donald Trump dans sa guerre commerciale, où en sont les discussions entre les États-Unis et l'Union européenne? Accords sur les droits de douane, escalade ou report, toutes les options sont sur la table. Quelle position en France, en Allemagne, en Europe? Et avec quelles conséquences? Alors que Pékin s'en prend aux spiritueux européens, quel avenir pour la filière cognac attaquée de toutes parts? Et quelles conséquences pour les relations entre la Chine et son partenaire européen? Eh bien, pour toutes ces questions, nous allons les aborder avec mes invités. Elvire Fabry, chercheuse senior en géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Bonjour à vous. Bonjour. Charles Snati, à vos côtés, président du MEDEF Paris. Bonjour à vous. Bonjour. Hubert Testard, directeur du média en ligne Asialiste. Bonjour. Antoine Bouet, directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donald Trump a donc commencé à envoyer ce vendredi des lettres aux pays visés par des droits de douane. Ces lettres sont censées préciser les taux qui seront appliqués. Quelques jours auparavant, son secrétaire au Trésor semblait pourtant plus conciliant. Écoutez. Si le président Donald Trump le décide, je pense que dès lors qu'un pays négocie de bonne foi, une extension de cette pause est possible. Et d'après mes discussions avec l'ambassadeur Greer, représentant américain au commerce, je pense que nous pourrions conclure un accord régional unique avec les petits pays avec lesquels nous avons des échanges commerciaux moins importants. Nous allons commencer à envoyer des lettres à différents pays à partir de demain. Nous en enverrons probablement 10 ou 12 demain. Elles expliqueront essentiellement ce que les pays devront payer en termes de droits de douane. C'est très important. C'est beaucoup d'argent pour le pays, mais nous leur faisons faire une bonne affaire. L'argent commencera à entrer aux États-Unis le 1er août, dans la plupart des cas. L'argent commencera à arriver à partir du 1er août. C'est quoi? C'est un énième coup de bluff ou effectivement le début d'une escalade? Il y a beaucoup de confusion. En fait, est-ce qu'il fait exprès effectivement d'être confus et imprédictible pour obtenir davantage de... Là, il n'est pas confus, il est assez clair. Je ne sais pas, parce qu'en fait, il dit un peu le contraire de Scott Bessent. Scott Bessent veut étendre le deadline de la négociation jusqu'au 1er septembre, et lui veut respecter l'échéance initiale du 9 juillet. Donc c'est quand même toujours imprévisible, on ne sait pas trop. Elvire Fabry, comment interpréter ces menaces? Déjà, lorsqu'il parle de l'argent qui commencerait à rentrer, il faut se souvenir que Donald Trump a appelé ces nouveaux droits de douane un revenu extérieur. On pourrait aussi considérer que c'est d'ici quelques jours que les Américains vont devoir ouvrir leur porte-monnaie pour payer les produits plus chers, puisque c'est quand même comme ça que ça va se traduire. On a bien compris ces dernières semaines que les États-Unis avaient du mal à mener de front plus de 60 négociations. Ils se sont concentrés sur quelques gros dossiers. Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'Europe qui est concernée, c'est le monde entier. 60 pays à travers le monde. Et il y a eu déjà un accord de principe avec le Royaume-Uni, avec la Chine, avec le Vietnam. Maintenant, on sait que les Européens sont pressés d'arriver au moins à un premier accord qui permette de donner un peu plus de prévisibilité, de stabilité aux entreprises européennes. Il ne faut pas s'attendre à ce que d'ici le 9 juillet, on ait déjà quelque chose de très clair, mais il peut y avoir les contours d'un premier accord. On va parler effectivement de l'Union européenne, car l'enjeu est de taille. L'UE est menacée, on va regarder les chiffres, de droits de douane de 10% sur la plupart de ses exportations vers les États-Unis et de 25%, voire 50% sur l'acier, l'aluminium, les voitures ou encore les pièces détachées. Antoine Bouet, question à 1000 milliards d'euros, de dollars au choix. Les marchandises de l'Union européenne arrivant dans les ports américains à partir du 9 juillet seront-elles taxées à 50 ou à 10%? Ça dépend. On est sûr au moins de 10% pour tout ce qui n'est pas acier, aluminium, automobile et pièces détachées. Automobile et pièces détachées, on aura au moins 25, sinon 50. Acier et aluminium, pareil. Et en fait, la négociation porte aujourd'hui sur le passage sur tout le reste de cette quasi-totalité des importations. Soit c'est 10% uniquement, soit c'est 20%, ce qu'on appelle le tarif réciproque, si les négociations échouent.
Et donc, ça commence à faire beaucoup parce que pour des produits qui sont sensibles au prix, on peut s'attendre à une réduction de leurs exportations. Mais comme le dit Elvire Fabry, ce sont d'abord les ménages et les entreprises américaines qui vont payer ces droits de douane. Vous dites ce qui est sûr, c'est 10% minimum, contre aujourd'hui moins de 2%, c'est ça ? Ça dépend en fait de la façon dont on pondère les différents droits de douane, mais grosso modo c'est entre 2 et 4% en moyenne. Et en fait maintenant ça doit passer à 15-16% de moyenne de droits de douane américains sur les produits européens. Ça n'est pas rien. Oui, c'est effectivement d'abord ce climat d'incertitude, on le sait. Oui, j'imagine qu'il est bien apprécié. Le poison des entreprises et des entrepreneurs. Hein. C'est au-delà c'est pire qu'une crise financière finalement, parce que cette incertitude, elle dure et ça paralyse l'investissement, ça paralyse l'emploi et ça paralyse aussi d'une certaine manière l'innovation. Donc vous voyez que c'est un poison qui est quand même assez violent. C'est sûr que comme ça a été dit, la principale corde de rappel, c'est le marché américain, le marché intérieur américain. C'est-à-dire que quand les consommateurs, les clients américains vont se rendre compte que le même produit, ils vont devoir le payer plus cher, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact sur l'inflation, ça va avoir un impact sur le produit intérieur américain. Bref, on va être affecté, mais d'une certaine manière, le marché européen, c'est quand même le premier marché mondial pour tout le monde, à commencer par les Américains aussi. Donc, il y a des moyens de rétorsion. Alors, l'Europe doit se montrer ferme et unie, mais à entendre ses membres, la France et l'Allemagne notamment, on entend qu'ils ne sont pas totalement sur la même longueur d'onde. Écoutez. L'enjeu est le règlement rapide d'un différend douanier, en particulier pour les industries clés de notre pays. Chimie, pharmacie, construction mécanique, aluminium, acier et industrie automobile. Il faut maintenant parvenir à un résultat rapide avec les États-Unis d'Amérique, mesdames et messieurs. Il vaut mieux obtenir un résultat rapide et simple qu'un résultat long et compliqué qui reste en négociation pendant des mois. Il faut maintenant parvenir à un résultat rapide avec les États-Unis d'Amérique afin que nos entreprises soient libérées des droits de douane beaucoup trop élevés qu'elles doivent actuellement payer lorsqu'elles exportent vers les États-Unis d'Amérique. Nous avons dit nos attentes à la Commission européenne qui négocie en notre nom avec la partie américaine, celle de trouver un accord rapidement pour dissiper l'incertitude qui entrave l'investissement et l'activité de nos entreprises, mais un accord qui soit équilibré, respectueux de nos intérêts, c'est-à-dire qui respecte un principe de réciprocité. Alors un résultat rapide et simple ou un accord équilibré ? Qu'est-ce que... Le critère de la rapidité ou de la longueur de la négociation n'est peut-être pas le bon. Parce que là, l'objectif pour les Allemands, c'est de sanctuariser, au moins de protéger le plus possible des filières qui sont clés pour leur industrie. Donc en effet, le chancelier Merz évoquait ceux qui sont déjà concernés, acier, aluminium, automobile, et ceux qui pourraient être concernés par ce qu'on appelle les droits de douane de réindustrialisation. C'est-à-dire qui visent, que Donald Trump veut appliquer pour inciter les investissements étrangers à plutôt opter pour le marché américain. Et là, on pourrait imaginer que ce qu'il a en tête, c'est de négocier un peu une option britannique, c'est-à-dire des quotas qui permettent d'exporter des véhicules électriques au droit de douane actuel. C'est ce qu'ont obtenu les Britanniques. Voilà, à hauteur de 100 000 voitures. Et puis sinon, au-delà, s'applique le droit de douane augmenté. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette confrontation, qui est plus une confrontation qu'une négociation, l'objectif de l'administration américaine, ça n'est pas simplement ces ajustements de droits de douane, c'est d'obtenir que Bruxelles revienne sur certaines réglementations, les réglementations numériques, ou les standards sanitaires, phytosanitaires, qui ne sont pas négociables pour nous. Ça fait partie de nos préférences collectives et c'est pas à négocier. Donc on va se heurter quand même beaucoup sur ces enjeux. Et puis, il y a des enjeux qui relèvent aussi des compétences des États membres. La taxe sur le numérique qu'ont déjà adopté 7 États membres. Et donc, il faut s'attendre à ce que Donald Trump ne soit pas satisfait dès le premier round sérieux officiel, et au contraire qu'il puisse jouer sur une forme de aller-retour, rétorsion, escalade. Et pour les Européens, il s'agit de savoir si on fait des concessions un peu rapides en estimant qu'on en restera là,
ou est-ce qu'en faisant trop de concessions dès le premier round, on ne risque pas de s'exposer finalement encore même à plus d'escalade? Ce que vous nous dites, c'est qu'un accord simple tel que le demande Monsieur Merz est impossible en Europe. Il n'est pas, disons que c'est pas le plus réaliste et qu'il faut aussi que l'Union européenne sache utiliser le poids de l'accès au marché unique avec les mesures de rétorsion qu'elle peut aussi mettre en place pour justement pondérer l'agressivité américaine. Je vais peut-être préciser que la situation britannique n'est peut-être pas, en tout cas en termes commerciaux, n'est pas la même que celle de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour l'Allemagne, en fait, c'est là où c'est la situation est la plus dangereuse, hein, parce que si on en revient aux tarifs réciproques pour l'Allemagne, donc en fait 20% de droits de douane avec 25% sur l'automobile, ça fait très mal à l'économie allemande, tout simplement parce que l'automobile représente plus de 10% de son PIB, alors qu'en France, c'est plus de 3%. Donc quand on fait des simulations pour voir quel est l'effet sur le PIB de la France et de l'Allemagne, ben, en France, ça fait du 0,3% de perte de PIB, alors qu'on est proche de 1% de perte de PIB en Allemagne. Donc là, ça explique aussi en fait les différences de contenu de déclaration des responsables allemands et français. Peut-être juste pour terminer sur cette question britannique, est-ce que cet accord signé par les Britanniques peut avoir des conséquences sur ses relations avec l'Union européenne ? On pense déjà à un point sur le bœuf. Dans le package d'accords, il y a l'engagement à la fois des Britanniques et des Américains de pouvoir exporter un certain volume de tonnes de viande de bœuf. Américain. Est-ce que ce sera de la viande sans hormones ou pas? Puisqu'elle est interdite dans l'Union européenne et que ça peut créer des complications dans les accords qu'on a trouvés entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, dans le cadre post-Brexit, entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Et à un moment où les Britanniques sont en train d'envisager de s'engager davantage à suivre les normes sanitaires et phytosanitaires et trouver un accord vétérinaire avec l'Union européenne pour réduire les barrières entre les deux marchés. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, en France, baisse de la consommation, de l'investissement, hausse du chômage. Est-ce que la France est on l'entend, est davantage prête à s'engager dans un rapport de force? En a-t-elle les moyens? La situation comparée à l'Allemagne, par exemple, c'est vrai que l'exposition des deux économies n'est pas la même. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la force de l'Union européenne, c'est que même si on arrive à parler d'une seule voix, il y a quand même des différences notables entre les différents pays européens, ce qui ouvre plusieurs fronts de négociation en réalité. Et je pense que ça, c'est plutôt un point fort. En tout cas, j'ai envie de le regarder comme ça. Oui, vous regardez plutôt le côté positif, parce que l'Europe ne paraît pas nécessairement unie avec des intérêts divergents. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de désunion au niveau de la négociation. Donc, oui, je vois par exemple, pour nous, hein, la situation des gens qui font du cognac, elle est particulièrement critique, parce que là-dessus, c'est une toute petite région, c'est à peine un département. La Charente-Maritime. C'est des milliers d'emplois, c'est des milliers d'exploitations, et donc là, il peut y avoir un impact qui peut être extrêmement fort. Voilà, donc chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice, et comme ça a été dit, hein, le sujet aussi pour les Américains, c'est toute la législation RGPD et tout ce qui s'ensuit sur le numérique. Et puis les législations qui sont liées à la protection environnementale, sur lesquelles ils veulent rétro-pédaler de manière importante, et sur lesquelles il y a peut-être aussi des choses qu'il va falloir céder, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être des choses qui vont devoir évoluer de ce point de vue-là. C'est pour peut-être préparer en fait des sujets qu'on va aborder plus tard. Hein. Effectivement, le cognac, c'est un produit très particulier, puisqu'il y a 97% de la production qui est exportée. Et les deux premiers marchés d'exportation, ce sont les États-Unis et la Chine. Donc effectivement, il y a une énorme crise à cognac. Et en fait, il y a un chômage qui monte très très rapidement, donc c'est une crise vraiment très forte. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, ce qu'il y a de cet exemple, l'enseignement qu'on peut tirer, c'est il ne faut pas être concentré, dépendre trop d'un marché, il faut se diversifier. Et effectivement, il faudra peut-être parler à un moment donné de diversifier les exportateurs français. Alors il y a un autre accord qui a fait grand bruit, c'est celui signé mercredi entre les États-Unis et le Vietnam. Hubert Testard, pour échapper à une surtaxe américaine de 46%,
Hanoï a dû lâcher pas mal de l'Est. Oui, effectivement, Hanoï a lâché pas mal de l'Est, mais pour les Vietnamiens, il y avait aucune autre solution parce que les exportations vers les États-Unis, ça représente 25% du PIB vietnamien. Donc s'il y avait 46% de droits de douane, comme ce qui était prévu le 2 avril, le Vietnam se trouvait dans une situation extraordinairement difficile. Donc ils ont lâché pas mal de l'Est, mais ils ne sont pas les seuls. En fait, mon sentiment, c'est qu'on est quand même dans un schéma général où il y a de l'asymétrie et on n'échappera pas à l'asymétrie. C'est-à-dire que la brutalité de l'action de Donald Trump est telle qu'il ne se préoccupe absolument pas des conséquences sur les relations bilatérales, sur la dimension géopolitique, sur quoi que ce soit. Donc face à un interlocuteur comme celui-là, qui en plus représente un marché considérable, pour calmer le jeu, tout le monde est tenté de pratiquer une certaine asymétrie. Alors le seul pays qui a fait face frontalement à Trump, c'est la Chine. Mais la Chine a pu le faire. Je termine juste un peu sur ce point-là, parce que c'est la différence avec l'Europe. L'une des différences, c'est que la Chine dispose de ce qu'on appelle des bottleneck products en grande quantité, c'est-à-dire des produits qui sont essentiels parce qu'ils sont rares, difficilement substituables et importants. Elle en a beaucoup plus que les États-Unis. Donc quand vous êtes en confrontation avec un pays comme ça, vous prenez des coups en retour. Et c'est ce qui s'est passé avec les terres rares. Nous, on n'a pas de terres rares à bloquer par rapport aux Américains. Donc on est dans une situation qui est structurellement, je dirais, plus difficile. Parce qu'on tient à ce marché américain, on veut pouvoir continuer à exporter. Donc on va probablement faire quelques concessions. Je ne sais pas lesquelles, mais on en fera. Et pour revenir sur cet accord avec le Vietnam, donc, il échappe à une surtaxe de 46% qui est ramenée à 20%, oui, et qui grimpera à 40% pour les produits transitant par le Vietnam, mais fabriqués ailleurs. On pense évidemment à la Chine. Oui, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, c'est un point intéressant parce que la notion de transit, elle n'est pas définie dans ce qui a été annoncé. Donc ça pose la question des règles d'origine. À partir de quand est-ce qu'un produit peut être considéré comme vietnamien ou pas ? Et c'est une question qui touche évidemment la Chine, parce que les Chinois ont beaucoup investi au Vietnam pour exporter vers les États-Unis, mais ils ne sont pas les seuls. Donc en réalité, ça touche aussi beaucoup d'autres. Ça touche notamment les Coréens, ça touche les Japonais, ça touche même... Qui sont eux aussi en négociation actuellement compliquée avec Donald Trump. Voilà, qui sont en négociation compliquée. Donc cette dimension-là, elle est... et le choix des 40% est intéressant parce que 40%, c'est 10% de plus que ce que les Chinois exportent directement actuellement vers les États-Unis, puisqu'ils sont revenus à 30%. Donc, autrement dit, Trump tape sur la globalisation à travers les chaînes de valeur. Et est-ce que justement cette clause de transit, elle risque de bouleverser les chaînes d'approvisionnement actuelles ? Ça peut avoir des effets. Alors tout dépend ensuite des autres accords. Enfin, on est encore un peu trop tôt pour le savoir. Et encore une fois, on a une définition pour l'instant qui n'existe pas de ce que c'est que ces concepts du transit. Mais il est possible qu'on retrouve ça dans d'autres accords, avec la Thaïlande, par exemple, les Philippines, voire d'autres pays. Sur l'asymétrie, je trouve que c'est vraiment très bien trouvé. Je pense qu'il y a aussi une façon de travailler sur l'asymétrie au niveau national, parce que l'asymétrie, c'est nos entreprises, elles ont le niveau de prélèvement obligatoire qui est le plus élevé de l'OCDE et des marchés qui se referment. Donc il y a largement au niveau fiscal et au niveau réglementaire de quoi faire pour nos gouvernants pour rendre la situation beaucoup plus facile pour nos entreprises. Parce que autrement, c'est la double peine. C'est-à-dire les coûts sont très élevés, le coût du travail est très élevé d'un côté, et puis des marchés comme ça qui se referment les uns après les autres, ça va être très compliqué. Enfin, c'est un marché, pas tous les marchés. Oui, alors ça aura sans doute des conséquences sur les autres. Et celui-là est parti, c'est 500 milliards, donc c'est pas n'importe lequel. Elvire Fabry, que vous inspire cet accord avec le Vietnam ? On a oublié que les premières mesures qu'avait prises Donald Trump lorsqu'il a été intronisé, ça a été d'abord de fermer la porte arrière du marché américain, le marché canadien, le marché mexicain. Et il donnait déjà un signal à la Chine de ce point de vue-là, parce que c'était à propos du fentanyl. Oui, c'était le prétexte. Mais c'était qu'il allait s'attaquer cette fois-ci sérieusement, ce qu'il n'avait pas fait en 2018, puisqu'il a provoqué justement cette stratégie de contournement par la Chine des droits de douane initiaux. Mais
il envoyait le signal à la Chine qu'elle ne pourrait plus simplement contourner par des pays tiers. Donc en effet, c'est une réorganisation complète des chaînes de valeur à laquelle on va assister. Et pour le moment, on est quand même dans une phase d'attentisme total avec des entreprises qui ne peuvent pas prendre des décisions d'ajustement et qui risquent d'être dans cette situation d'attente pendant encore un moment. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas décider quels sont leurs prochains investissements. Et on a vu récemment dans une enquête, deux enquêtes parallèles qui ont été menées aux États-Unis, que pour le premier trimestre 2025, il y a eu un peu plus de 50 milliards d'investissements réalisés aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec le chiffre des promesses d'investissement ou des engagements d'investissement qui avaient été annoncés. Donc l'attentisme, il touche également les États-Unis. Oui, c'est-à-dire que c'était plus de 180 milliards qui étaient annoncés et ils ne sont pas en mesure de le réaliser. Hubert Testard, face à cette clause de transit qui la vise indirectement, la Chine pourrait-elle être amenée à prendre des mesures de rétorsion dans sa négociation? Je crois que c'est encore un petit peu trop tôt pour le dire. Ça va dépendre aussi de la question de savoir si cette mesure est étendue à d'autres pays. Ce qui peut être encore une fois le cas en Asie, avec des pays qui sont aussi également importants pour la Chine. Alors, la Chine peut réagir vis-à-vis des États-Unis, elle peut réagir vis-à-vis des pays concernés. La Chine a énormément d'influence sur le Vietnam, elle est très puissante vis-à-vis du Vietnam, donc elle peut s'attaquer au Vietnam et pas directement aux États-Unis. Donc, je dirais que les hypothèses sont multiples. Mais encore une fois, je répète, il n'y a pas que la Chine qui est potentiellement concernée par ces mesures. Ce sont des mesures qui vont toucher également d'autres pays. Donc c'est vraiment une tentative de destruction des chaînes de valeur telles qu'elles existent. Alors les négociations entre les deux premières puissances mondiales ont connu plusieurs rebondissements. Sauf cas spécifique, la surtaxe américaine sur les produits chinois a été abaissée à 30%. En face, la Chine a réduit la sienne à 10% sur les biens américains. Pour autant, sur le fond, rien n'est réglé. Écoutez la porte-parole chinoise du ministère du Commerce. L'imposition par les États-Unis de droits de douane dits réciproques à des partenaires commerciaux est une pratique d'intimidation à laquelle la Chine s'est toujours opposée. La position de la Chine est cohérente. Nous sommes heureux de voir toutes les parties résoudre leurs différends économiques et commerciaux avec les États-Unis via des consultations équitables. Nous rejetons tout accord qui compromette les intérêts de la Chine. Si une telle situation est amenée à se présenter, la Chine s'y opposera et défendra ses droits et intérêts légitimes. Alors voilà pour l'ambiance. Hubert Testard, dans ces conditions, peut-on être raisonnablement confiant sur l'issue des négociations? Alors des négociations entre qui et qui? Entre la Chine et les États-Unis. Alors, entre la Chine et les États-Unis, on est dans une situation d'armistice. C'est pas la fin de la guerre, c'est pas la paix, c'est l'armistice. C'est simplement l'arrêt des combats provisoirement. Alors, les chances qu'on revienne à un accord global ambitieux entre les deux pays me paraissent extrêmement faibles. Ça avait été tenté, il y avait eu un accord en 2020 entre la Chine et les États-Unis, qui n'a pas apporté tous les résultats souhaités du côté américain, mais de toute façon, aujourd'hui, on n'est plus dans cette configuration, parce qu'en réalité, que font les deux partenaires? Chacun négocie avec les autres, en particulier les Américains négocient avec tout le monde avant de revenir vers la Chine. Donc je ne sais pas très bien ce qu'il y aura à négocier avec la Chine. Je vais prendre un exemple, le soja. Les exportateurs de soja américains, actuellement, ils dépendent à 50% du marché chinois. Donc ils ont besoin d'essayer de garder l'accès au marché chinois, mais ils essayent aussi d'obtenir plus des Européens, d'obtenir plus des Brésiliens, d'obtenir plus des Argentins. Et quand ils auront obtenu tout ça, ils auront peut-être moins besoin d'exporter vers la Chine. Donc vous voyez, en réalité, c'est une négociation à étapes, et la Chine vient dans la dernière étape, en réalité, une fois que les États-Unis auront négocié avec les autres. Donc c'est difficile de dire où on va exactement avec la Chine aujourd'hui. Reste la question que vous avez évoquée tout à l'heure des terres rares. Les États-Unis souhaitent un rétablissement du volume des exportations chinoises de terres rares, jugées insuffisant pour leurs industriels stratégiques. La Chine, elle, demande un assouplissement des contrôles américains sur ses propres exportations. Antoine Bouet, un accord est-il possible? C'est très difficile, tout simplement parce qu'on a deux leaders qui ont manifestement des égos assez importants. Il n'y a pas de volonté de paraître faible. Et puis surtout, il y a des allers-retours quand même
qui sont difficiles à analyser du côté américain. Je rappelle que les tarifs réciproques, le 2 avril, ont été annoncés. Et puis, il y a eu une pause une semaine plus tard qui a été décidée. Ensuite, on a décidé de continuer à taxer la Chine. Et puis, il y a les smartphones qui sont sortis parce que le président de Apple est passé par Mar-a-Lago. Le lendemain, les smartphones étaient exemptés. Et puis il y a les terres rares qui ont fait reculer, en fait, effectivement, les restrictions d'exportation de terres rares qui ont fait de la Chine, qui ont fait reculer les États-Unis, parce que là, c'est quand même quelque chose de très dangereux. Ça atteint des secteurs stratégiques. Et en fait, il y a effectivement eu des plaintes de certains secteurs, dans certains secteurs américains, auprès de l'administration américaine. Alors, c'est vrai qu'on a quand même, au niveau européen, des capacités de restreindre des exportations, par exemple sur des appareils de photolithogravure de l'entreprise ASML, qui est une entreprise néerlandaise extrêmement performante dans le secteur, de très loin la plus performante au niveau mondial. Et puis, il y a des intrants chimiques, des fertilisants. Donc ça, ce sont pour les leviers de négociation dont disposerait l'Europe. Justement, quelles conséquences, peut-être avant, pour l'Europe de ce rapport de force États-Unis-Chine? Comment se prémunir d'un afflux éventuel de produits chinois qui n'auraient plus accès au marché américain? C'est une question que la Commission européenne a prise à bras-le-corps très rapidement en créant une task force de surveillance de l'évolution des importations de produits chinois, en sachant qu'on risquait d'être confronté à ce phénomène de réorientation des flux commerciaux vers le marché européen, qui est le gros marché de substitution par rapport au marché américain. Il y avait qui est beaucoup plus ouvert. Le plus ouvert. Il y avait eu un échange entre la présidente de la Commission européenne et le premier chinois pour mettant en garde Pékin sur les mesures que serait amenée à prendre l'Union européenne pour éviter de voir arriver des volumes importants de produits qui seraient en plus des produits dumpés, c'est-à-dire qu'on voit arriver actuellement des produits sur le marché européen qui arrivent à des coûts de prix de vente qui sont en train de tuer des filières. Alors, on retrouve ça dans le secteur de la chimie, mais même les véhicules électriques sont vendus à perte en Chine pour certains modèles, et là, seraient capables de faire une pénétration sur le marché européen très, très forte. Et ce que l'on anticipe, c'est le risque d'escalade de mesures de rétorsion. Donc, on engage d'abord un dialogue pour essayer d'éviter ce scénario-là. Charles Nati, j'imagine que cet afflux de produits chinois, c'est un autre cauchemar pour vous. C'est un réel danger. En fait, l'opposition, le match États-Unis-Chine, c'est Goliath contre Goliath. Et la conséquence directe, c'est que les entreprises chinoises qui se retrouvent avec des niveaux de stock et des excédents de production qui sont très importants vont se lancer, et ont déjà commencé en réalité à se lancer dans une guerre des prix. Contre laquelle nos PME, nos ETI ne peuvent pas faire face. Alors, on a vu hier avec Chine qu'il y a une amende record qui a été... l'entreprise a écopé d'une amende record suite à un contrôle de la DGCRF. La direction de contrôle de la concurrence et des fraudes. Voilà, je pense que c'est déjà un premier niveau de réponse, mais là, il faut être très très concret au niveau vraiment des entreprises françaises. L'impact, il est majeur parce qu'il y a un afflux de produits de Chine, qu'on le veuille ou non. C'est incontestable. Il y a un autre levier européen, c'est le numérique. On en parlait tout à l'heure. Après l'Inde, le Canada a à son tour renoncé à sa taxe sur les services numériques. Ça n'est pas un bon signe, Elvire Fabry. On sait que ça fait partie des attentes de Donald Trump, pas simplement s'attaquer aux réglementations sur le marché du numérique européen qui ont été récemment adoptées, mais surtout déraciner faire annuler ces taxes sur le numérique qui ont déjà été adoptées par 7 États membres de l'Union européenne. Donc il faut rappeler que c'est une compétence nationale. Et c'est là où on est en plus dans une confrontation qui se situe pas simplement entre Washington et Bruxelles, mais qui concerne aussi les États membres, ce qui complique aussi la donne, mais ce qui veut dire que Washington pourrait être plus agressif vis-à-vis de certains États membres en ciblant des produits qui sont plus géographiquement concentrés. Les vins et spiritueux en sont un. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu déjà un bras de fer, une passe d'armes assez forte entre
Washington et Bruxelles sur ce sujet-là. Les vins et spiritueux, on ne l'a pas précisé, que précisément la Chine aujourd'hui a dans son collimateur, puisqu'elle exige une hausse des prix de ces spiritueux européens. C'est plutôt de mauvais augure à un moment où l'Union européenne pourrait être tentée de diversifier ses partenaires commerciaux pour prendre un peu d'autonomie vis-à-vis des États-Unis et se tourner vers la Chine. Oui, c'est une mesure qui est en fait une sorte une façon d'édulcorer la hausse des tarifs douaniers, parce que l'impact sur les entreprises n'est pas le même. Oui, il faut rappeler ce différent. Tout est parti des voitures électriques, donc chinoises. Expliquez-nous. Revenez. Quand l'Union européenne a adopté des droits de douane plus élevés sur les importations de véhicules électriques chinois, la réaction de la Chine, la mesure de rétorsion, a été d'ouvrir une enquête anti-dumping sur les importations de cognac français, en sachant qu'il n'y a pas de dumping puisqu'il n'y a pas de production de cognac en Chine. Donc c'est vraiment une mesure politique. Mais il y a déjà des droits de douane qui étaient appliqués de manière provisoire, et ce qui a un impact colossal sur la production, comme ça avait été rappelé, la production de cognac qui dépend beaucoup de ce marché. Et donc là, l'option que souhaite négocier en particulier la France, c'est de pouvoir avoir un prix plancher, c'est-à-dire un prix minimum, qui est une alternative aux droits de douane et qui permet aux exportateurs de récupérer une partie de ce coût ultérieurement. Entre ces ripostes entre Pékin et l'Union européenne, on sait que le 50e anniversaire UE-Chine est pour la fin du mois. Ça s'annonce plutôt tendu, Hubert Testa. Oui, je reviens 2 secondes sur cette affaire du cognac, et on pourrait parler aussi du porc, puisqu'il y a aussi une enquête anti-dumping sur le porc. Alors celle sur le porc a été reportée de 6 mois au niveau des décisions. Oui, donc les relations, elles ne sont pas simples entre... Comment ? Les relations ne sont pas simples entre l'Union européenne et la Chine. Non, elles ne sont pas simples, mais sur le cognac, en fait, les 3 principaux exportateurs français ont des accords de prix minimum avec la Chine. Donc en réalité, ne seront pas touchés par les 35% de hausse de droits de douane dont on parle. Donc en réalité, ils sont plutôt soulagés quand vous regardez leur réaction actuellement, parce qu'ils ne savaient pas exactement où ils allaient se trouver. Alors les prix minimums, c'est une contrainte parce que ça vous met des prix élevés à l'entrée sur le marché chinois, mais en même temps, l'argent qui rentre, il rentre chez vous, il ne rentre pas dans les caisses du Parti communiste chinois. Donc ça fait quand même une grosse différence. Et je pense que c'est une... qui accepte de payer davantage. Comment ? Encore faut-il qu'il y ait une clientèle qui accepte de payer plus cher. Oui, enfin moi, mon expérience, j'ai vécu en Chine, je peux vous dire que le cognac français dans les bars à Pékin, et vous avez du XO à 200 € et tout le monde en boit très largement. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un problème. La demande est très inélastique sur le cognac. Donc si le prix est élevé, la demande est toujours là. Le problème, c'est effectivement dans un accord de prix minimum, c'est bien mieux qu'un accord des droits de douane sur le cognac, parce que les droits de douane, les cognacés ne récupèrent rien, alors que le prix minimum, il récupère une somme d'argent assez importante. Voilà, donc en fait, c'est un peu moins... Ça aurait pu être pire, voilà, la décision qui a été prise. Là. Bon, il n'en reste pas moins que le 50e anniversaire ne sera pas très chaleureux, a priori. Il sera assez tendu parce qu'on a des attentes très fortes, les Chinois ont des attentes très fortes, mais on ne parle pas des mêmes choses. Donc c'est un dialogue de sourds. L'accès au marché européen, éviter de la conditionnalité sur les investissements chinois dans l'Union européenne, alors que nous sommes en train de travailler sur ces questions-là. On veut qu'ils réduisent le soutien à l'économie russe, mais ils ne veulent pas en entendre parler. On a une sorte de dialogue de sourds actuellement. La Chine mène des cyberattaques, interfère dans nos démocraties et pratique un commerce déloyal. Ces actions nuisent à la sécurité et à l'emploi en Europe, selon la chef de la diplomatie européenne. Ambiance. Alors, si les relations sont tendues avec la Chine, l'Union européenne a intérêt à se tourner vers d'autres partenaires, à signer d'autres accords. Je voudrais dire quand même que le problème avec les États-Unis fait que ça modifie le rapport entre l'Union européenne et la Chine. Puisque, en fait, les Européens perdent un marché avec les États-Unis, la Chine aussi. Donc, il y a une zone de négociation qui s'ouvre où il peut y avoir une négociation sur il y a un contrôle davantage sur les pratiques de subvention de la Chine. Il y a éventuellement des investissements directs chinois en Europe avec des transferts de technologie. Il n'y a pas trop de droits de douane en Europe
ce que je veux dire, c'est que le fait que les États-Unis se ferment modifie un petit peu le rapport entre l'Union européenne et la Chine. Mais par contre, c'est vrai qu'il reste que pour l'Union européenne, il est extrêmement important de diversifier à la fois la destination de ses exportations, mais aussi la source de ses importations. Et donc, il y a des accords qu'il faut peut-être remettre sur la table. Par exemple, l'accord Union européenne-Mercosur, qui est donc, quand même un accord... Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, exactement, qui est dans les tuyaux depuis un quart de siècle. Environ. Et effectivement, qui n'est pas très apprécié en France, mais il faut peut-être le reconsidérer, tout simplement parce qu'il y a des droits de douane, par exemple, très élevés sur l'automobile, ou sur la pharmacie, ou sur un certain nombre de produits alimentaires actuellement en Amérique du Sud. Et ça pourrait effectivement, en partie, compenser les pertes de marché américain, sachant que c'est quand même des volumes d'exportation potentiels qui sont bien moindres par rapport au marché américain. La France, en fait, elle souhaite protéger son agriculture. Est-ce que les garanties apportées sont suffisantes pour ne pas se faire inonder de produits qui ne respecteraient pas les mêmes normes que les normes françaises et européennes? Dans l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, comme dans les autres accords, les importations à taux de douane abaissé sont encadrées par des quotas, des volumes, et qui sont des quotas qui ont été très serrés pour éviter justement que ça puisse déstabiliser les marchés européens. Il faut surtout rappeler que quand on voit l'évolution des exportations de, par exemple, viande bovine, puisque c'est un des sujets de contentieux les plus importants sur ce dossier, les exportations de viande bovine brésilienne ont explosé vers la Chine ces dernières années. Elles sont restées quasi constantes entre 2011 et 2019 vers l'Union européenne, parce que le Brésil exporte du bœuf aux hormones vers la Chine et qu'elle n'a pas suffisamment d'accès au marché européen pour développer une filière sans hormones. On est à plus de 6% des exportations qui vont vers la Chine contre un peu plus de 2% vers l'Union européenne. Il faut reproportionner les craintes que l'on a sur cet accord, parce qu'il y a des quotas, il y a aussi des mesures, des clauses de sauvegarde qui peuvent être appliquées, c'est-à-dire suspendre ces avantages préférentiels si l'on voit on avait des inquiétudes sur une augmentation des volumes d'importation. Et je dirais qu'à l'inverse... C'est-à-dire suspendre temporairement des quotas d'importation en cas de perturbation grave du marché, c'est ça? Voilà. Et puis, il faut rappeler que cet accord, il nous permettrait de sécuriser davantage un accès aux réserves de minerais critiques que l'on trouve notamment en Argentine, au Brésil. Et lorsque l'on parle de diversification, aujourd'hui, on a absolument besoin d'accélérer cette diversification, alors que la Chine elle-même a beaucoup investi et pris pied dans ces pays. Charles Nati, y a-t-il urgence à signer cet accord avec le Mercosur? Il faut regarder la situation. La France est quand même un grand pays agricole, et il y a un irritant qui est très important pour nos agriculteurs, c'est qu'il y a une asymétrie, encore une fois, ça va être le mot du jour, entre la réglementation qu'ils doivent s'appliquer à eux-mêmes ici en France et celle qui est appliquée à des produits agricoles similaires qui est en Amérique du Sud. Donc ça, c'est très ennuyeux. Maintenant, ce n'est pas quelqu'un du MEDEF qui va vous dire qu'il est contre le libre-échange. Au contraire, je pense que dans cet accord, il y a beaucoup à gagner. Il y a beaucoup à gagner pour nos entreprises parce que ce sont des débouchés supplémentaires, des débouchés nouveaux, mais qu'il faut aussi veiller à mettre en place des clauses miroirs qui permettent de protéger ce qui est prévu, un certain nombre de secteurs de notre agriculture. Alors, allez-y. Il nous reste très peu de temps. Non, les clauses miroirs, non. C'est impossible d'imposer des normes de production à des agriculteurs étrangers. Et ça serait extrêmement mal vécu en France que des pays étrangers nous imposent des normes de production. Ah non, mais l'idée, ce serait de faire dans l'autre sens, justement. Oui, non, mais d'accord. Mais je veux dire, je me mets à la place des Sud-Américains. Voilà, c'est ça. Y a quand même, c'est quand même incroyable de vouloir imposer des clauses miroirs. Le gouvernement français les pousse, attend des clauses miroirs, mais c'est pas réaliste de pouvoir attendre ça. Et on revient en renversant l'exercice. Reste aux consommateurs de voter 3 fois par jour. En guise de conclusion, il nous reste à peine 1 minute. Est-ce que vous pourriez nous chiffrer le coût de cette guerre commerciale lancée par Donald Trump? Au niveau mondial, c'est entre 0,5 et 1% de perte de PIB mondial. De richesse mondiale. De richesse mondiale. Et si l'incertitude est maintenue, je dirais que ça augmente de 50% encore ce coût, donc ça passerait à environ 1,5% de perte de PIB mondial. Et le commerce devrait baisser de 4 ou 5%. Il était prévu qu'il progresse, donc
de peut-être 2%. Du coup, il va peut-être que baisser que de 2%. Mais ce que je veux dire, c'est en plus, il y a le coût de l'incertitude qui est très important et qui peut beaucoup augmenter cette perte de commerce, cette perte de PIB. Cette fameuse incertitude qui vous déplaît fortement. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, on reparlera de ces questions de droits de douane et de guerre commerciale. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.